Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du No Name Yet podcast. Nous sommes dans la semaine entre fin janvier et début février et pour moi c'est la semaine la plus... Pourquoi? Parce que généralement c'est à ce moment-là que nous avons à la fois la cérémonie des Grammy Awards et le week-end d'après, le week-end du Super Bowl. Et c'est tous les ans un condensé de contenu hyper croustillant parce que vraiment, c'est tout ce que j'aime. Donc, dans ce podcast, je vais vous faire un petit résumé des Grammys qui avaient lieu dimanche, dans la nuit entre dimanche et lundi, du coup dimanche soir aux États-Unis, mais dans la nuit pour nous. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui nous attend le week-end prochain concernant le Super Bowl. Alors, les Grammys, c'était dimanche soir, comme je viens de le dire. Et je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'il fallait pas louper. Donc déjà, on va commencer par donner un petit peu les vainqueurs des grandes catégories. Donc la chanson de l'année a été attribuée à Not Like Us de Kendrick Lamar. L'enregistrement de l'année, Not Like Us de Kendrick Lamar. La révélation de l'année, donc Best New Artist, a été élue Chappell Roan. La meilleure performance pop solo a été attribuée à Espresso, That's That Me Espresso. L'album pop vocal de l'année a bien sûr été Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Et enfin, la grande catégorie qui est l'album de l'année a été attribuée à Beyoncé pour Carter Cowboy. Alors, c'est le premier point que je veux aborder. L'album de l'année a été pour la première fois attribué à Beyoncé. Beyoncé, elle a le record du nombre de Grammy gagnés. Je ne sais même pas combien c'est, tellement que c'est énorme. Mais elle n'avait jamais gagné d'album de l'année. Pour moi, il y en a plein qui disent que c'est super choquant. Pour moi, je ne trouve pas ça super choquant. Après, euh, je ne connais pas, j'adore Beyoncé, sa DA, etc. Son univers, ce qu'elle représente. Euh, Personnellement, il n'y a jamais eu un album de Beyoncé où je me suis dit, waouh, cet album en entier, il n'y a aucun skip. J'ai plein de musiques que j'adore d'elle, mais je ne suis pas non plus une fan de Beyoncé, donc peut-être que ça explique. Mais je pense que de manière générale, elle a très souvent des singles hyper forts, mais elle n'a pas un album euh, A à Z construit avec une réelle construction, une réelle histoire et aussi bah, des plusieurs. Et du coup, pour moi, je ne dis pas que Carter Cowboy n'est pas un bon album, mais je pense que ce n'est pas le meilleur album qu'il y a eu cette année. Et je pense qu'il lui a été attribué parce que ça commençait à devenir un peu bizarre qu'elle n'ait pas l'album de l'année. Mais pour moi, si elle aurait dû gagner cette catégorie à un moment donné, ça aurait pas été pour cet album-là. Mais bon, après, peut-être il y a tous les fans de Beyoncé qui vont venir sur mes côtes parce que ce que je dis, c'est pas vrai. Moi, c'est mon opinion, chacun a son opinion, voilà. Personnellement, je pense à trois albums qui auraient pu gagner et qui, pour moi, auraient été plus légitimes de gagner que Carter Cowboy. C'est d'abord Brat de Charlie XCX, tout simplement parce que c'est l'album qui a eu le plus d'impact culturel dans l'année 2024. C'est une réalité, même si on connaît pas toutes les musiques, mais en fait, il y a eu quand même plein de musiques qui ont été genre devenues connues. Et alors après, peut-être que c'est pas palpable en France parce qu'on est peut-être un peu moins électro et genre un peu moins on connaît pas Charlie XCX pour son côté électro, on la connaît que pour Boom Clap. Donc je pense qu'on a moins ressenti le Brat Summer, mais le Brat Summer aux États-Unis, c'était quelque chose. Et en fait, je trouve ça bizarre que l'Académie américaine ne reconnaisse pas l'impact culturel de Brat en 2024. Première chose. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas parler de TTPD, donc The Tortured Poet Department, donc l'album de Taylor Swift. Taylor Swift, c'est la personne qui possède le plus de récompenses au Grammy pour la catégorie Album of the Year. Elle en a 4 déjà.
et elle a perdu celle-ci. Donc elle aurait pu en avoir 5, mais elle en a 4. C'est celle qui en a le plus de tous les temps. Moi, je trouve ça complètement normal. Pourquoi? À l'inverse de Beyoncé, où Beyoncé est très très forte en single, Taylor Swift est très forte en album. Elle a des albums qui sont construits de A à Z, qui ont une DA différente entre chacun de ces albums. Je trouve qu'elle est très forte pour ça, donc je pense qu'elle aurait pu l'avoir, mais... et je pense d'ailleurs que c'est peut-être un meilleur album que certains où elle a eu un prix. Je sais pas, c'est... Genre peut-être que Titi Pili méritait plus un album of the year que Midnight. Mais en fait, il a 30 chansons cet album, il est beaucoup moins commercial. Et du coup, je pense que ça joue un petit peu sur le fait qu'il y a eu moins d'impact. Sauf que quand même, pendant cette semaine en tout cas, genre 7 semaines, le top 10 a été occupé par des chansons de Taylor Swift de cet album. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Cet album a aussi connu le record d'écoute lors de sa sortie en 2024. Donc, genre, ok, un peu bizarre par rapport à Carter Cowboy qui avait des stats un peu moins bons. Voilà. Donc, au niveau culturel, j'aurais dit Brat. Au niveau des scores, j'aurais dit j'aurais dit Titi Pidi. Et en fait, ensuite, le troisième point, c'est genre combien de musique il y avait en single. Enfin, je sais pas comment dire, mais Carter Cowboy, à part Texas Hold'em, genre, il y a quoi Il y a genre, quelle chanson a explosé? Parce que moi, je connais que elle. Vraiment pas de vanne. Alors que un album comme Hit Me Hard and Soft, toutes les musiques étaient des no skip. La qualité de cet album, et pour moi, c'est celui qui aurait dû gagner cette année, la qualité de cet album était bon de A à Z. Billie Eilish, elle nous a fait une œuvre d'art. Et du coup, je suis un peu déçue qu'elle n'ait pas gagné. Et du coup, je vais également aborder le fait que les grandes perdantes des Grammy cette année, c'est Billie Eilish et Taylor Swift, qui ont eu aucune récompense. Pour moi, Birds of a Feather, donc comme j'ai dit, Hit Me Hard and Soft, l'album aurait dû avoir Album of the Year, et Birds of a Feather aurait dû soit gagner chanson de l'année ou enregistrement de l'année. Genre, je trouve ça fou que Billie Eilish n'ait pas gagné. Donc, à la fois, je trouve que c'est bien parce que tous les ans, elle gagne et elle gagne beaucoup. Et donc, ça montre que, voilà, c'est pas parce qu'on commence à gagner, qu'on est reconnu, etc., qu'on va commencer à faire gagner tout le temps les mêmes. Donc, c'est bien. Sauf qu'en même temps, genre là, c'est vraiment mérité. Genre, Billie Eilish aurait dû gagner quelque chose. Et en vrai, c'est horrible. J'ai vu quelques images de sa réaction, de leur réaction. Elle avait 6 nominations. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'elle les obtient pas, bah, elle a vraiment les larmes aux yeux, quoi. Et Phineas, qui est son frère, donc, qui produit avec elle ses albums, euh, c'est pareil. Genre, je sais pas, en fait, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que pour moi, c'était sans doute le meilleur album qu'ils ont fait, euh, genre de A à Z. Genre, il y avait aucun skip, quoi. C'était trop bien. Et du coup, je suis hyper deg pour eux. Et Taylor Swift, bah, grande perdante. Je sais pas si ça lui est déjà arrivé de faire des Grammy et de rien remporter. Mais voilà. Après, je trouve que par rapport à ses autres albums, par rapport aux musiques qui étaient nommées, elle en avait pas beaucoup. Et elle avait surtout Fortnite avec Post Malone qui a été nommé plusieurs fois. Et bah, pour moi, c'est normal parce que même si j'ai beaucoup aimé son album et toutes les musiques qu'elle a sorties, je trouve que c'est pas très commercial. Et donc, je trouve ça normal que. Enfin, je trouve ça logique que l'Académie qui va favoriser en fait des trucs beaucoup plus commerciaux et ouais, enfin, on va récompenser des trucs plus commerciaux. Donc voilà, dans la logique de l'Académie, je comprends que Taylor Swift n'ait rien gagné. Mais bon, quand même un peu deg, parce que voilà. Euh, Autre chose sur Taylor Swift, petit détail, mais Taylor Swift en cérémonie de récompense, c'est la meilleure personne. Franchement, je l'adore, mais ça se voit que elle pense à tous les gens qui sont à la télé et pas au fait que oh, c'est une cérémonie de récompense gnangnan. Quand il y a les performances, genre elle se lève, elle est tout le temps debout en train d'encourager les gens. Elle se lève à chaque fois que quelqu'un remporte un prix et tout. Je suis désolée, il y en a, c'est pas la seule, mais elle le fait de manière consistante depuis
les 15-20 ans qu'elle est dans l'industrie et je trouve que c'est trop bien parce que ça se voit que c'est une vraie personne qui va, genre, supporter, enfin, je sais pas comment dire, mais elle encourage tout le monde et elle sait que c'est pas genre une compétition. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle renvoie un peu la vibe de c'est pas une compétition en réalité, le chant, enfin, la musique, parce que c'est une industrie où on n'est pas en vraie concurrence parce que les gens peuvent écouter tous les types de musique et il n'y a pas de choix à faire. Et du coup, je trouve que cette mentalité, enfin, c'est ce que j'en tire de ses actions et je trouve ça trop bien. Voilà. Et bah voilà, vous avez compris, j'aurais pas parié sur ces résultats. Il y a certains trucs dont je suis pas vraiment d'accord. Donc peut-être que pour les Brits et les Oscars, je ferai un épisode en avance pour faire mes prédictions. Comme ça, on parlera un petit peu de ce que je pense qui va arriver, ce que j'aimerais qu'il arrive, et après vous pourrez comparer par rapport aux résultats. Sinon, les autres récompenses notables dont j'ai envie de discuter, enfin je veux vous informer, c'est d'abord Mea culpa a Saera. La performance de Gojira au JO a été récompensée et a été nommée meilleure performance métal de l'année. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop contente qu'il y ait une performance des JO qui a gagné parce que franchement, c'était trop bien et c'est vraiment mérité. La meilleure performance rock a été attribuée aux Beatles et pour Now and Then. Et en vrai, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est cool qu'ils gagnent quelque chose maintenant. Et enfin, le dernier truc que je voulais dire, c'est que le meilleur enregistrement électro a été attribué à Neverender de Tame Impala. Et moi, je suis absolument fan d'eux. Du coup, je suis super contente. Sinon, les autres petits trucs qu'il fallait pas louper, c'est d'abord Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter qui se sont parlé, qui se sont fait un petit hug. Et ça, c'est trop bien parce que si vous savez ce qui s'est passé au début de la carrière d'Olivia Rodrigo, la raison pour laquelle elle a percé même, c'est le triangle amoureux entre Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter et Joshua Bassett. Et ce que j'adore, c'est qu'au début, ça a commencé en mode deux meufs qui se battent pour un mec. Et là maintenant, c'est les deux meufs, elles se retrouvent au Grammy. Le mec, il fait de la musique, on sait pas où est-ce qu'il est. Et elles sont potes. Du coup, je suis en mode slay. Donc trop contente de ça. Deuxième point que je voulais dire, c'est que bien sûr, c'était attendu, il y a eu plusieurs hommages. Donc il y a eu un hommage au feu de Los Angeles et il y a eu aussi un très grand hommage à Liam Payne, décédé au mois d'octobre dernier. Euh, et c'est Coldplay qui a chanté et accompagné cet hommage vidéo au piano en chantant une chanson de Liam. Et c'est un peu symbolique parce que les One Direction, ils se sont fait connaître à X Factor en reprenant une musique de Coldplay. Et du coup, voilà, euh, la boucle est bouclée, quoi. Et c'était hyper beau. Donc voilà. Et je m'attends, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode de podcast si je fais un podcast prédiction des Brits. Mais il y a une grosse rumeur qu'il y aurait une réunion entre les 4 membres des One Direction restants pour faire un hommage à Liam Payne lors de la cérémonie des Brits Awards. Et le troisième chose que je voulais dire, c'est que Chappell Roan, qui a gagné Best New Artist, a fait une performance trop bien. Vraiment, je trouve que c'est hyper mérité. Cette récompense est hyper méritée. Et enfin, le dernier truc que je veux dire, qui me fait une super transition vers la suite, c'est que Kendrick Lamar a été le grand gagnant de cette cérémonie. Il a remporté 5 prix sur les 5 nominations, donc comme je l'ai dit au tout début, pour la chanson de l'année et l'enregistrement de l'année. Pourquoi ça fait une belle transition? Parce que Kendrick Lamar sera l'hôte pour la mi-temps du Super Bowl le week-end prochain. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Dans la nuit de dimanche à lundi prochain, à partir de minuit et demi, il y aura la finale du Super Bowl. Alors vous vous doutez que pour moi, c'est littéralement mon événement parce que, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce podcast, c'est tout sur le sport et la musique. Et le Super Bowl, c'est littéralement ça. C'est le meilleur exemple du mix des deux. Donc j'ai un peu envie de vous parler de cette édition côté sport et côté halftime show, donc le show de la mi-temps. Et concernant la mi-temps, comme je viens de le dire, c'est Kendrick Lamar qui a été annoncé pour réaliser
cette performance, succédant donc à Rihanna il y a 2 ans et à Usher l'année dernière. Je vais pas revenir sur les meilleurs, mi-temps les plus iconiques. Pour ça, si vous voulez en voir, il y a une vidéo de Seb Lafrite qui l'explique très bien et sur lequel on voit vraiment plein d'exemples hyper, percutants. Mais globalement, je vais juste faire un petit rétrospectif pour expliquer à quel point les shows de mi-temps sont souvent hyper impressionnants et de haute qualité. Mais il y a aussi des flops dont des fois on ne se souvient plus. En 2023, comme j'ai dit, c'était iconique parce que c'était la deuxième fois que Rihanna revenait sur la scène. Après, ça a tourné en 2016. Et son halftime, il est rentré dans l'histoire pour avoir fait revenir Rihanna. Et aussi parce qu'elle a littéralement annoncé sa deuxième grossesse en pleine prestation en montrant son baby bump. Genre, lol quoi. C'est hilarant. Euh, et le halftime show, s'il est aussi important pour un artiste, c'est parce que s'il se produit, c'est un véritable tremplin pour sa carrière qui peut être un moyen de se refaire une deuxième carrière comme Rihanna, qui a boosté plus de 600% ses streams quand elle est passée. Shakira et Jennifer Lopez, elles ont fait plus de 800% en 2020. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est vraiment le moyen de confirmer son statut de star, voire de légende, lorsqu'on est au plus haut. Et, et aussi de faire davantage grandir son audience, pardon. Les impacts, ils se voient aussi dans l'influence. Parce que par exemple, The Weeknd, après avoir performé à la mi-temps, il a gagné plus de 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Beyoncé, elle a négocié un deal de 50 millions de dollars avec Pepsi suite à sa presta en 2013. Donc vraiment, en fait, c'est un tremplin de dingue. Mais par exemple, l'année dernière, Usher, qui s'était produit, il avait invité Alicia Keys, euh, Her, Lil Jon, Ludacris, will.i.am et Jermaine Dupri. Mais en fait, même s'il y a eu une forte augmentation des streams, on ne dira pas que c'était l'une des meilleures performances de tous les temps parce que elle a pas marqué les esprits. Et d'ailleurs, les critiques parlaient que c'était carrément un chaos. Genre, il y a eu plein de problèmes techniques. Le show en lui-même, sans les problèmes, était pas ouf en fait. Ça manquait de modernité, de rythme. Il n'y avait pas d'effet waouh. Et en fait, du coup, c'est pas que il peut y avoir, ça peut être à double tranchant parce qu'en fait, si tu fais une mauvaise presta, il va rien se passer. Mais c'est hyper dommage de décevoir en fait, de faire un truc décevant. Donc il y a un peu une pression quand même. Parce qu'il y a quand même 100 millions de téléspectateurs qui vous regardent et qui s'attendent à ce que ce soit un show de ouf. Voilà. Donc c'est forcément un tremplin, mais l'enjeu c'est de faire quelque chose de mémorable. Et donc c'est une occasion en or, vraiment. Et alors Kendrick Lamar, est-ce qu'il va réussir à profiter de ce tremplin? Et ben, à quoi on peut s'attendre pour sa performance? Donc d'abord, pour ceux qui ne sont pas au fait de Kendrick Lamar, il a sorti un album en novembre 2024 par surprise et il a été nommé dans les meilleurs albums de l'année en 2024 par Rolling Stones. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné plein de Grammy. Ce qui est pas étonnant puisque son album, donc GNX, a été enregistré 363 millions de streams sur Spotify lors de sa première semaine. Et il a établi le record de la semaine de streaming la plus importante pour un album de rap en 2024. Son single Not Like Us, qui a gagné plusieurs Grammys, est la chanson la plus écoutée sur Apple Music en 2024 et est responsable de 4 de ses nominations aux Grammys. Voilà. Donc tout au long de sa carrière, Kendrick Lamar, il a été salué pour sa capacité à aborder des thèmes sociaux complexes, à repousser des limites du hip-hop. Son influence, elle s'étend vraiment au-delà de la musique et elle touche des aspects culturels et sociaux. Donc sa présence au halftime témoigne de son statut emblématique dans la culture populaire et elle est pas du tout choquante et finalement complètement logique puisque c'est une suite à sa carrière en fait. Donc le principe même du Super Bowl, c'est de livrer une performance iconique. Donc on peut s'attendre à ce qu'il interprète ses plus grands tubes, mais pas uniquement, et pas uniquement son album, tel une performance classique qu'il pourrait faire maintenant, comme un concert. Donc mes prédictions et les prédictions les plus probables que j'ai lues, c'est d'abord évidemment il va chanter Not Like Us. Enfin c'est évident, c'est l'un de ses plus gros tubes
en fait, maintenant, et en plus, il est sorti vraiment il y a pas longtemps. Donc s'il devrait y en avoir d'autres, moi, je pense qu'il devrait aussi y avoir Squabble Up et TV Off de son dernier album, parce que c'est des musiques qui sont assez marquées, enfin, qui sont assez connues de cet album et qui correspondent plus à la l'ADN du Super Bowl avec un truc un peu upbeat, un peu il peut faire des performances assez, genre, waouh dessus. La prod, elle va avec. Du coup, je me dis, ça, c'est possible qu'il les interprète. Parmi ses autres albums, il a une discographie énorme. Donc, franchement, il a le choix. Mais mes prédictions, c'est que c'est sûr à 97% qu'il va chanter Humble et DNA de son quatrième album. Et je pense qu'il y aura aussi Alright de son troisième album. Pour le reste, tout va dépendre de la direction qu'il souhaite prendre. Il peut décider de faire des titres qu'il interprète peu. Dans ce cas, on pourra sans doute avoir genre Die Hard, N95, N95 ou Rich Spirit de son avant-dernier album, qu'il interprète très peu, mais du coup, s'il décide de faire un truc qu'il fait jamais, eh ben, il va pouvoir les faire. Avoir la direction qu'il va prendre. Ce qu'on sait aussi, c'est que vraisemblablement, il va être accompagné de SZA. Wouh! Alors là, je suis trop excited. C'est pas du tout étonnant parce qu'ils ont fait plusieurs morceaux ensemble. Il y en a deux sur son nouvel album à Kendrick Lamar, donc Luther et Gloria. Et je crois qu'ils ont aussi fait une chanson ensemble sur le dernier album de SZA, mais je suis pas sûre. Mais surtout, ils vont, sûr à 100% qu'ils vont chanter et interpréter le titre All the Stars de la BO du film Black Panther. Franchement, s'il n'y a pas ça, je comprends pas. Parce que pour moi, c'est la raison pour laquelle elle a été invitée en fait. Euh, donc voilà. Et ça peut arriver que des artistes invités chantent l'un de leurs propres morceaux. Notamment, enfin, Alicia Keys putain, j'arrive pas à parler. L'année dernière, avait interprété une de ses musiques, il me semble. Donc, si c'est le cas, je pense que ça sera soit Kill Bill ou SOS. Parce que je pense pas que ça va être genre snooze. Genre pas trop la vibe. Mais bon, après, en fait, ça va dépendre de la direction artistique qui est prise de base. Et ça a beaucoup changé les choses. Sinon, une autre chose que j'aimerais avoir pour l'histoire, vraiment, qui me sert de transition aussi vers la partie sport en vrai, c'est avoir un invité surprise. Parce qu'il arrive que certains invités restent surprises jusqu'au moment de la presta, genre pour faire vraiment un effet waouh, choc, padabam. Et qui est la reine des surprises et qui a fait un feat avec Kendrick Lamar et qui sera forcément au Super Bowl, Miss Swift. Franchement, je kifferais avoir Bad Blood en live au Super Bowl dans un putain de terrain de foot avec Kendrick Lamar et Taylor Swift. Genre, ça serait énorme, mais je sais que ça arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est sûr à 100% que Taylor Swift, elle va pas faire le Super Bowl en tant qu'artiste, invitée. Je pense pas qu'elle le fera. Et surtout, elle va pas le faire quand il y a son boyfriend qui est en train de jouer. Mais bon, voilà. Moi, je m'autorise à rêver. A girl can dream. Donc, Inch'Allah, j'ai raison. Mais franchement, je pense qu'il y a 0,5% de chance que ça arrive, quoi. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Mais bon, tout ce qu'on a retenu là, c'est qu'il y a le mec de Taylor Swift qui va jouer. Et oui, encore une fois, Travis Kelce et les Chiefs se sont qualifiés en finale du Super Bowl. Alors, trigger warning, je n'ai jamais regardé un match de football américain de ma vie, mais Marc, merci Marc, m'a appris les règles il y a quelques mois, donc peut-être que je vais réussir à regarder cette année si j'arrive à rester réveillée, bien sûr. En tout cas, ça n'empêche que je peux vous expliquer ce qu'il se passe et pourquoi ce Super Bowl peut entrer dans l'histoire. Déjà, petit point, qu'est-ce que le Super Bowl? Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain de la NFL, la National Football League, la ligue professionnelle de football américain en gros. Donc c'est un match qui va opposer les champions des deux conférences de la NFL, donc la AFC, American Football Conference, et la NFC, la National Football Conference. Donc la NFL, elle a 32 équipes dans la ligue et il y en a 16 dans chaque conférence. Et ces deux conférences, elles sont divisées en 4 divisions de 4 équipes. Et voilà. Et à la fin de la saison régulière,
C'est un peu comme, vous voyez, le championnat de la Ligue 1. Ils font une saison où tout le monde joue entre eux. Et à la fin de cette saison, eh ben, il y a les meilleurs qui sont sélectionnés pour jouer aux playoffs. Et en fait, les playoffs, c'est un peu un système de coupe où il va y avoir des matchs à élimination directe. Et ces playoffs, ils sont organisés par conférence. Donc, il va y en avoir un pour la conférence AFC et un pour la conférence NFC. Et les gagnants de ces playoffs vont s'affronter à la finale du Super Bowl. Est-ce que vous avez compris? Donc, le gagnant de la finale de la conférence AFC et le gagnant de la conférence NFC vont s'affronter lors du Super Bowl. Et ça, c'est tous les ans. Et c'est généralement le premier dimanche de février. Donc, pour un peu expliquer comment se passe un match de football américain, si vous avez prévu de le regarder, peut-être que ce n'est pas dérangeant, que vous ne connaissiez pas tout, parce que honnêtement, c'est assez compliqué comme sport. Mais voyons un peu les bases ensemble. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, c'est qu'une équipe va être en attaque et une autre va être en défense. Celle qui va être en attaque va essayer de avancer sur le terrain vers son embut pour pouvoir marquer un touchdown. Et ça vaut 6 points. Après, il y a d'autres manières de marquer des points, soit avec un field goal, soit avec une transformation. Donc le field goal va valoir 3 points et une transformation 1 point. Et en fait, le football américain, comme le rugby, c'est un sport de contact, mais par contre, il y a des règles qui sont vraiment différentes. Et ce qui est marquant, c'est que au football américain, l'équipe est divisée en mini-équipes qui vont s'appeler des escouades. Il va y avoir une escouade défensive, une escouade offensive et une escouade spéciale dans chaque équipe. Et quand je vous ai dit juste avant, il va y avoir une équipe en attaque et une équipe en défense, en fait, cela veut dire que l'équipe en attaque va mettre toutes les personnes enfin, en tout cas, seulement des joueurs qui font partie de l'escouade offensive. Cette escouade offensive va avoir pour but, comme je l'ai dit, d'avancer et elle va avoir plusieurs tentatives pour le faire. Elle va être menée par le quarterback qui a le poste clé et qui est généralement ce qu'on appelle souvent le poste le plus important dans l'équipe de football américain, parce que c'est lui qui va décider du jeu et de la stratégie d'attaque. Il va être entouré avec lui de plusieurs joueurs de d'autres postes qui vont soit avoir comme rôle de attraper la balle et la relancer plus loin pour gagner du terrain, ou soit d'avancer avec la balle. De l'autre côté, il va y avoir une escouade donc défensive, et eux, son but, ça va être de justement limiter le terrain que va prendre l'équipe adverse. Ou bien, ils peuvent aussi le limiter en reprenant la possession du ballon. Et en fait, cette équipe défensive, elle va être composée de plusieurs postes aussi, qui vont être un peu divisés en 3 lignes. Donc, il va y avoir la ligne de défense. Et eux, ils vont plutôt essayer de faire pression sur le quarterback pour bloquer la passe aux autres attaquants et essayer de bloquer les courses. Il va y avoir les linebackers et les defensive backs. Et les defensive backs, eux, il faut un peu les voir comme le safety net. Donc, c'est vraiment la dernière ligne avant l'embut, en fait, c'est un peu la dernière chance, quoi. Donc, globalement, il faut le voir comme ça. Et j'ai aussi parlé d'une escouade spéciale. Donc, dans cette escouade spéciale, on va retrouver des postes qui vont pouvoir intervenir dans les équipes offensives ou les équipes défensives à des moments clés du match. Donc on va retrouver le kicker, le punter, le kick returner et le punt returner et le long snapper. Voilà, je pense que vous avez les clés en main pour mieux comprendre comment se déroule un match. Maintenant, passons à celui qui nous intéresse, les Chiefs contre les Eagles. Alors, comme je l'ai dit, les Kansas City Chiefs affronteront les Philadelphia Eagles. Alors, les Chiefs sont les gagnants de la conférence AFC et ça fait 10 années consécutives qu'ils vont aux playoffs. Ils y sont allés 13 fois en 20 ans, ce qui est énorme. Donc, ils ont quand même bien montré leur talent dans leur conférence, mais pas
simplement de leur conférence parce que c'est la 5e fois en 6 ans qu'ils vont en finale du Super Bowl. Ils l'ont gagné en 2019, en 2022 et en 2023. Et certains joueurs de l'équipe ont déjà plusieurs finales et titres à leur actif, du coup. Ils ont gagné un titre sur la saison aussi de 69, donc voilà. Est-ce qu'ils vont remporter celui de 2024? On ne sait pas. Oui, d'ailleurs, je dis celui de 2024, parce que même si c'est en février 2025, en réalité, les Super Bowls, c'est le résultat de la saison de 2024. Donc, on parle du Super Bowl 2024 qui va avoir lieu maintenant. Et les Philadelphia Eagles, quant à eux, ils sont les gagnants de la NFC. Ils ont fait 4 finales de Super Bowl depuis la création du match, de cette finale. Et c'était pour le Super Bowl 1980, de 2004, de 2007 et de 2022. Et ils n'ont jamais gagné, à part en 2017. Donc les deux équipes, comme vous avez pu peut-être le comprendre, elles se sont affrontées à plusieurs reprises, mais notamment pendant le Super Bowl 2022, qui a été remporté par les Chiefs à 38-35. C'était un match qui était hyper disputé et qui a marqué les esprits, mais aussi parce que pour la première fois de tous les temps, au Super Bowl, il y avait 2 frères qui jouaient contre lors de la finale, et c'était les frères Kelsey, dont le plus vieux, Jason, qui jouait avec les Eagles, a pris sa retraite l'année dernière, donc il ne jouera pas cette année. Alors ce match, il a donc plusieurs enjeux. Pour les Chiefs, ça peut être la 3e victoire consécutive au Super Bowl, et ça c'est complètement historique puisque ça n'a jamais été fait. Et s'ils arrivent à gagner ce match, ils auront donc le Super Bowl de 2022, de 2023 et de 2024. Et ça peut aussi être un premier titre pour les Eagles depuis 2017, ce qui permettrait de renforcer un petit peu et confirmer leur statut de prétendant au titre, puisque c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de finales. Et en fait, c'est une équipe qui, même si elle y a déjà été, même si elle va souvent aux playoffs, elle a un peu du mal à le confirmer avec des titres. Et donc, ça permettrait de renforcer un petit peu ce statut. Alors maintenant, parlons un petit peu plus des équipes en elles-mêmes. Alors, les Kansas City Chiefs. Les Chiefs, ils ont eu une saison régulière qui est assez solide en la terminant avec un bilan assez excellent de 13 victoires contre 4 défaites. Bien qu'il y ait connu quelques défaites contre des équipes qui sont plus faibles sur papier, ça reste quand même un très bon bilan. Et ils se sont qualifiés pour les playoffs donc assez facilement. Leur parcours en playoffs, il a été marqué par des victoires assez serrées, notamment contre les Buffalo Bills en finale de la conférence américaine parce qu'ils ont remporté vraiment 32-29. Et c'est notamment grâce à leur leader Patrick Mahomes, qui est leur quarterback, qui a une capacité à briller lors des matchs à fort enjeu. Donc ça m'amène à la partie sur leur meilleur joueur. C'est bien sûr Patrick Mahomes, qui est considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de la NFL actuellement. Et il est reconnu pour sa capacité à réaliser des passes spectaculaires, à mener son équipe dans les moments cruciaux. Et malgré une saison régulière moins impressionnante, parce qu'il a été blessé, il me semble, il a quand même démontré une capacité à élever son niveau de jeu en playoff et à mener les Chiefs à une nouvelle apparition au Super Bowl. Donc, c'est de bons présages. Ensuite, bien sûr, on va parler de Travis Kelce, parce que Kelce, en dehors d'être le mec de Taylor Swift, c'est quand même un atout majeur dans le jeu offensif des Chiefs, parce que c'est l'un des meilleurs tight ends de tous les temps. Et il se place facilement dans le top 5. Donc c'est un réel atout et ça va être une cible privilégiée pour Mahomes pour bien construire son jeu. Ensuite, il y a aussi Chris Jones. Donc là, on va plutôt parler des joueurs de défense. Donc Jones, c'est un pilier de la ligne défensive. Il est capable de perturber le jeu de l'adversaire, de mettre une pression sur le quarterback adverse. Donc c'est vraiment un pilier de cette défense. Et il va être aussi accompagné par un joueur qui joue plutôt en defensive end. Et c'est George Karlaftis, qui est un jeune talent qui, je ne sais pas si c'est sa première année ou pas, mais je crois qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et il a montré vraiment une progression assez notable cette saison. Et du coup, il pourrait peut-être faire la différence pendant pendant ce match. Donc, vraiment, à faire attention. Moi, je dirais que les points forts et les points faibles des Chiefs, c'est leurs avantages qu'il y a une attaque explosive. Vraiment, Patrick Mahomes et Travis Kelce, c'est un combo qui est impardonnable, qui fait très mal et qui est capable de créer des jeux assez spectaculaires.
Et en plus, ce duo, il a une expérience dans les matchs à fort enjeu, comme le reste de l'équipe, puisque c'est une équipe qui est quand même très semblable à la finale du Super Bowl de 2023 et à la finale du Super Bowl de 2022. Donc il ne faut pas oublier quand même cette expérience. Et les inconvénients, je dirais que quand même leur défense peut être parfois perçue comme un peu moins solide que celle des Eagles. Donc même s'ils ont une bonne défense, ça peut être quand même leur point faible. Concernant les Philadelphia Eagles, alors eux, ils ont connu aussi une saison régulière exceptionnellement dominante avec une proportion de 14 matchs gagnés contre 3 matchs perdus, donc mieux que les Chiefs. Et c'est notamment grâce à leur défense très solide et à l'efficacité de Jalen Hurts, leur quarterback. Et ils ont aussi fait preuve de constance tout au long de l'année. Leur attaque, elle est assez équilibrée. Elle est associée à une ligne offensive qui est plutôt robuste, donc ça leur a vraiment permis de surmonter des adversaires de taille. Les Eagles, ils sont également très impressionnants pendant les playoffs, ils ont dominé leurs adversaires et leur victoire en finale de la conférence nationale était totalement à l'inverse des Chiefs puisqu'ils ont gagné de très loin contre les Washington Commanders 55-23. Donc ça témoigne vraiment de leur force en attaque et de leur capacité à maîtriser leur défense du début à la fin du match. Concernant les meilleurs joueurs de leur équipe, d'abord, encore une fois, on va commencer par le quarterback, Hurts. Il est reconnu pour sa polyvalence. Il combine des compétences de passeur et de coureur, ce qui en fait vraiment une menace pour les défenses adverses. Ensuite, on a le running back Saquon Barkley. Donc lui, il a réalisé une saison apparemment exceptionnelle puisqu'il a établi des records personnels. Il était un atout majeur dans le jeu au sol des Eagles. Donc je pense que c'est l'un des facteurs déterminants de leur saison, puisque voilà, il s'est surpassé personnellement et ça a permis de élever le jeu de l'équipe. Ensuite, au niveau de la défense, on va avoir Jalen Carter. Et donc lui, c'est un joueur défensif qui est assez dominant. Il est vraiment capable de perturber le jeu de l'adversaire, de créer des opportunités. C'est ça qui est son atout parce qu'en fait, il va réussir à vraiment débloquer le jeu. Et ensuite, il y a le linebacker Bone. Donc lui, il a émergé comme un contributeur clé en défense cette année et il apporte vraiment une stabilité, je pense, et de la profondeur à la ligne défensive des Eagles. Donc ça, c'est quand même vraiment notable parce que au final, la meilleure des attaques, c'est la défense. Et ça vient très bien dans la mentalité des Eagles parce que je pense que leur point fort, c'est leur défense. Vraiment, ils ont un redoutable jeu au sol au niveau des plaquages et c'est combiné aussi avec une polyvalence en attaque. Et ça rend cette équipe vraiment difficile à jouer et difficile à battre surtout. Voilà. Par contre, leur inconvénient par rapport aux Chiefs, c'est vraiment leur manque d'expérience. Ça fait pas, enfin, ils n'ont pas gagné depuis longtemps le Super Bowl et la dernière fois qu'ils étaient en finale, ils se sont fait éliminer par les Chiefs. Donc, je pense qu'il y a une grande pression à gérer et en plus, ils n'ont pas cette expérience à gérer la pression. Donc, concernant mes prédictions, pour moi, au niveau de l'attaque, je pense que ça serait les Chiefs qui ont une meilleure attaque. Tout simplement parce que le combo Mahomes-Kelsey, c'est peut-être le meilleur combo de tous les temps, en fait, à mon avis. Après, je suis depuis 10 minutes la NFL, donc je dis ça, je dis rien. Mais au niveau défense, clairement, les Eagles, ils sont largement au-dessus. Donc, je pense que ça va un peu jouer à qui a son point négatif qui est le moins négatif possible. Et je pense que les Eagles ont quand même une meilleure attaque que les Chiefs ont une défense. Je sais pas si c'est très logique, mais je pense que statistiquement, les Eagles sont quand même un peu plus favoris cette année. Mais pour moi, je pense que les Chiefs vont gagner. Tout simplement parce que c'est ce genre de match où le mental joue plus que les capacités physiques. Et je pense du coup que les Chiefs vont être menés par leur expérience et par leur équipe qui se transcende en fait, qui est connue pour se transcender dans ce genre d'événement. Et donc je pense que ça peut jouer en leur faveur. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez votre avis sur qui va gagner entre les Chiefs et les Eagles. Que ce soit parce que avec des arguments que je n'ai pas cités, puisque j'essaye de quand même compacter un petit peu toutes les informations, ou juste si vous avez jamais entendu parler de ces équipes, votre avis en fonction de ce que j'ai dit.
Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, eh, oh. En parlant du Super Bowl et de la NFL, je voulais aussi aborder ce phénomène culturel qu'on voit autour de la NFL. Ça a toujours été l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis et l'un des plus connus dans le monde, malgré la faible audience en dehors du pays, parce qu'il y a le décalage horaire aussi. Mais depuis quelques années, on voit une diversification de l'audience. Donc il y a certains joueurs de football qui sont en train de sortir avec des femmes plus affluentes qu'eux. Donc j'ai cité Taylor Swift et Travis Kelce pendant ce podcast, mais il y a aussi Hailey Steinfeld, la chanteuse, qui sort avec Josh Allen des Buffalo Bills. Il y a Alex Earl, une très célèbre influenceuse, qui sort avec Braxton Berrios des Miami Dolphins. Et il y a aussi Simon Biles, qui est marié à Jonathan Owens des Chicago Bears. Donc c'est vraiment des femmes qui ont des grosses communautés et qui sont parfois plus influentes que leur mari, qui ont fait changer l'audience des matchs de la NFL. Donc pas complètement, mais qui a apporté une vague de femmes qui s'y intéressent, de jeunes filles qui s'y intéressent. Et n'en déplaise à tous les Chad et Bryans, c'est un sport qui, je pense, peut être apprécié de tout le monde. Et je trouve ça hyper cool que maintenant, il y ait plein de femmes qui commencent à s'intéresser parce que, voilà, il y a des gens qui suivent, qui montrent un petit peu leur quotidien auprès d'athlètes. Et je pense que les joueurs de foot américains sont aussi heureux de cette nouveauté et de ce changement. Et je suis contente d'ailleurs de voir certaines initiatives de leur part pour essayer de embarquer un peu plus et d'aider ces femmes à vraiment comprendre comment ce sport fonctionne parce que comme vous avez pu le remarquer dans ce podcast, il est très compliqué. Et je pense d'ailleurs au podcast New Heights que je vous invite à écouter. C'est le podcast de Jason et Travis Kelce. En fait, pendant ce podcast, donc, ils discutent bien sûr de leur actualité, des actualités de la NFL, mais ils ont aussi une rubrique. euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, le concept, c'est de poser des questions. Donc, c'est nous qui posons des questions sur le football américain, mais des questions peut-être bêtes qu'on a en fait peur de poser au début aux gens. Pas du tout des questions techniques, vraiment des questions de débutants. Et ça, c'est hyper important parce que c'est super dur à comprendre le football américain. Et du coup, je trouve ça hyper encourageant de voir cette initiative de la part de deux joueurs extraordinaires et marquants de la NFL. Voilà, vous l'aurez compris, vous savez ce que je vais faire du coup pendant cette semaine, peut-être pas besoin de le dire, je vais essayer de me remettre des Grammys et regarder attentivement le Super Bowl et sa mi-temps bien sûr. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner au podcast pour essayer de le faire évoluer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!